À 93 ans, Angie Dickinson parle enfin de James Harness. Angie Dickinson, née Angelaine Brown le 30 septembre 1931 à Colm, Dakota du Nord, a grandi dans une famille modeste, seconde de 3 filles. Son enfance fut marquée par des valeurs familiales fortes, la discipline et un profond sens de l'indépendance qui façonnera plus tard son image publique. Enfant, sa famille déménagea à Burbank, Californie, où Angie fréquenta le lycée Bellarmine Jefferson, puis l'Immaculate Heart College. Sa beauté naturelle et son charisme commencèrent à se démarquer, bien que ses ambitions initiales fussent loin du monde du cinéma, elle envisageait de devenir écrivaine ou éditrice. Cependant, le destin en décida autrement lorsqu'elle participait dans un concours de beauté locale, attirant l'attention du public et ouvrant la voie à des opportunités à accent grave Hollywood. L'entrée d'Angie dans le monde du spectacle se fit dans les années 1950, à une époque où la télévision explosait en popularité et Hollywood traversait un âge d'or en mutation. Ses premiers rôles furent de petites apparitions dans des séries télévisées populaires comme Death Valley Days, La vie et la légende de Wyatt Earp et Gunsmoke. Son apparence saisissante, alliée à une aisance naturelle devant la caméra, attira rapidement l'attention des réalisateurs et des agents de casting. Angie possédait un mélange de force et de charme rarement vu chez les actrices de son époque, une qualité qui la rendait aussi convaincante en héroïne romantique qu'en femme forte et indépendante. En 1959, elle connut sa première percée majeure dans le western classique de Howard Hawks, Rio Bravo aux côtés de John Wayne, Dean Martin et Ricky Nelson. Son rôle de Feather, confiante et séductrice, mit en lumière sa capacité à captiver l'écran tout en conservant une élégance espiègle, lui valant des éloges et établissant son statut de l'une des actrices les plus prometteuses de sa génération. Tout au long des années 1960 et 1970, Angie Dickinson devint un nom familier, apparaissant dans une série de films à succès qui consolidèrent sa polyvalence et son aura de star. Elle partagea l'affiche avec des légendes d'Hollywood comme Frank Sinatra dans Ocean's 11, 1960, Lee Marvin dans Point Blanc, 1967, et Burt Reynolds dans Sam Whiskey, 1969. Chaque performance révélait une nouvelle facette de son talent, de la sensualité mystérieuse à l'esprit audacieux et courageux. Pourtant, Angie ne se contenta jamais de rôles glamour ou secondaires. Elle recherchait des rôles permettant de dépeindre des femmes fortes et intelligentes, capables de tenir tête aux hommes en toutes circonstances. Cette détermination culmina avec l'un de ses rôles les plus célèbres dans la série télévisée révolutionnaire Policewoman, 1974 à 1978. En tant que sergente Pepper Anderson, Angie devint l'une des premières femmes à tenir un rôle principal dans une série policière majeure, remportant un Golden Globe et 3 nominations aux Emmy. Sa performance en tant que policière infiltrée, compétente, courageuse et compatissante, inspira de nombreuses femmes et ouvrit la voie à de futures héroïnes dans les drames policiers. La longévité et la pertinence continue de la carrière d'Angie témoignent de son attrait durable. Même après Policewoman, elle continua à prendre des rôles variés et exigeants dans des téléfilms et des longs métrages, notamment Dressed to Kill, 1980, où elle livra l'une de ses performances les plus audacieuses sous la direction de Brian De Palma. Son travail dans ce thriller psychologique prouva qu'elle pouvait évoluer avec son temps et rester intrépide dans l'exploration de personnages complexes et modernes. Plus tard, elle apparut dans des projets de s'acclamer comme Even Cowgirl Get the Blues, 1993, et Pay It Forward, 2000, apportant une sagesse et une grâce que seules des décennies d'expérience pouvaient offrir. Le premier mariage d'Angie fut avec Jane Dickinson, un ancien joueur de football universitaire devenu entrepreneur dans l'industrie électronique. Ils se marièrent en 1952, alors qu'Angie commençait tout juste à percer dans le monde du spectacle avec de petits rôles télévisés, bâtissant progressivement sa réputation à Hollywood. Leur mariage, bien que stable en apparence dans ses premières années, devint tendu à mesure que la carrière d'Angie s'épanouissait au milieu des années 1950, l'entraînant de plus en plus dans les cercles sociaux et professionnels d'Hollywood et de Washington. Le couple se sépara en 1956 mais ne divorça officiellement qu'en 1960, mettant fin à une union de 8 ans marquée par les défis de l'ambition, de la distance et de la célébrité. Malgré la fin de ce mariage, Angie choisit de conserver le nom de Dickinson, devenu inscrit dans son identité professionnelle et sous lequel elle atteindrait une reconnaissance mondiale au cinéma et à la télévision. Pendant ces années avec Jane Dickinson, Angie noua une amitié étroite et durable avec l'éminent économiste John Kenneth Galbraith et son épouse Catherine. Les Galbraith étaient des intellectuels et diplomates très respectés, profondément impliqués dans la vie politique et culturelle aux États-Unis et à l'étranger. Cette relation offrit à accent grave Angie une fenêtre stimulante sur le monde de la politique internationale et du milieu académique, loin du glamour Hollywood. Lorsque Galbraith fut nommé ambassadeur des États-Unis en Inde sous la présidence de John F. Kennedy au début des années 1960, Angie leur rendit visite, s'immergeant dans la riche culture et le paysage politique de l'Inde à une époque charnière de son histoire moderne.
Ses visites et son amitié chaleureuse avec les Galbraith sont affectueusement relatées dans les mémoires Galbraith, notamment Ambassador's Journal et A Life in Our Times, où Angie est décrite comme une invitée glamour et une interlocutrice intelligente, profondément intéressée par le monde au-delà du divertissement. Ses expériences élargirent sa perspective et approfondirent son appréciation pour l'art, la diplomatie et les affaires mondiales. Après plusieurs années d'indépendance suivant son premier mariage, Angie trouva l'amour à nouveau avec Burt Bacharach, l'un des compositeurs et paroliers les plus célèbres du XXe siècle. Ils se marièrent en 1965, formant l'un des couples les plus glamour et artistiquement fascinants de l'époque. Bacharach était déjà reconnu pour ses mélodies pop sophistiquées et ses collaborations avec le parolier Al David, tandis que la carrière d'Angie au cinéma et à la télévision atteignait de nouveaux sommets. Ensemble, ils devinrent une figure incontournable de la scène sociale hollywoodienne, admirés non seulement pour leur talent, mais aussi pour leur élégance et leur respect mutuel. Pourtant, sous le glamour public, leur relation était complexe. Le mariage dura 16 ans, mais leurs carrières exigeantes, qui les tenaient souvent éloignés, commencèrent à créer des tensions. Vers la fin de leur mariage, ils traversèrent une période de séparation durant laquelle ils auraient en tous deux fréquenté d'autres personnes, bien qu'ils aient conservé un lien émotionnel profond qui ne s'éteignit jamais complètement. Le 12 juillet 1966, Angie donna naissance à leur unique enfant, Nikki Bacharach. Née 3 mois prématurée, Nikki souffrit de divers problèmes de santé dès la petite enfance. En grandissant, elle fut diagnostiquée autiste, une condition alors mal comprise et souvent stigmatisée. Angie consacra beaucoup d'énergie à s'occuper de sa fille, refusant souvent des rôles ou adaptant sa carrière pour passer plus de temps à la maison. Angie et Burt furent profondément affectés par les défis de Nikki, et leurs efforts communs pour la soutenir ajoutèrent à la fois tendresse et tension à leur mariage. Tragiquement, les luttes de Nikki aboutirent à son suicide le 4 janvier 2007, à l'âge de 40 ans, une perte dévastatrice qui marqua profondément ses parents. Angie parla peu, mais avec émotion, de la vie de Nikki, la décrivant comme une âme belle, brillante et aimante, qui trouva le monde trop difficile à naviguer. Malgré leur divorce en 1981, Angie et Burt restèrent liés par leurs souvenirs partagés et une affection durable. Bacharach poursuivit sa carrière musicale légendaire, composant d'innombrables succès qui devinrent partie intégrante de la culture populaire américaine. Angie, quant à elle, continua à jouer à la télévision et au cinéma, recevant de éloges pour sa résilience et sa grâce face à la tragédie personnelle. Leur héritage entrelacé, en tant que partenaire dans la vie et l'amour, et de parents d'une fille dont la vie brève les toucha profondément, demeure une part indélébile de l'histoire d'Angie. Burt Bacharach vécut une vie longue et prolifique, s'éteignant en 2023, laissant derrière lui un héritage musical monumental qui continue d'inspirer des générations. Après des décennies de spéculation et de silence autour de sa prétendue relation avec feu l'acteur James Arness, l'icône adorée d'Hollywood, Angie Dickinson a enfin décidé de s'exprimer. Aujourd'hui dans sa 90e année, Dickinson revient sur sa vie avec franchise et grâce, répondant à l'une des questions les plus persistantes. Dès sa longue et distinguée carrière, sa relation avec la star imposante de Gunsmoke. James était l'un des hommes les plus fascinants que j'ai jamais rencontrés, commence-t-elle, la voix empreinte d'affection et de nostalgie. Ce n'était pas seulement un beau cow-boy à la télévision. Il était gentil, attentionné et incroyablement timide. Les gens ne réalisaient pas à quel point il était doux. Angie se souvit que leurs chemins se croisèrent pour la première fois durant l'âge d'or de la télévision, lorsqu'Hollywood était une communauté soudée où acteurs, réalisateurs et producteurs se mêlaient souvent aux mêmes événements. Nous nous sommes rencontrés lors d'un dîner à la fin des années 1950, explique-t-elle. Il était déjà une grande star, et je commençais tout juste à me faire remarquer après Rio Bravo. Je me souviens avoir pensé qu'il était l'homme le plus grand que j'ai jamais vu, pas seulement en taille, mais en présence. Mesurant 2 mètres, Arness intimidait Dessouv au premier abord, mais Dickinson insiste sur le fait que sous son apparence robuste battait un cœur rempli d'émotions discrètes et de sincérité. Bien que leur amitié fût ancrée dans un respect mutuel, elle fut aussi façonnée par les défis de la célébrité. Nous travaillions sans cesse, dit Dickinson. Il avait Gunsmoke, et j'enchaînais le projet. Nos emplois du temps ne laissaient pas beaucoup de place pour quelque chose de sérieux, mais nous trouvions toujours le temps de parler. Leur conversation, révèle-t-elle, ne portait pas sur les ragots d'Hollywood ou les ambitions professionnelles. James aimait la nature, la solitude et les choses simples, se souvient-il avec tendresse. Il se moquait du feu de projecteur. Il préférait pêcher, monter à cheval ou simplement s'asseoir en silence dans un endroit magnifique. J'y trouvais ça incroyablement apaisant. Au fil du temps, leur lien s'approfondit, bien qu'Angie insiste sur le fait que ce qu'ils partageaient était très privé, très personnel, et non le genre de relation que les tabloïds pourraient en comprendre. Elle décrit Arness comme un homme de peu de mots, mais quand il parlait, on l'écoutait.
Il avait un profond sens de l'intégrité, et c'est quelque chose que j'ai toujours admiré. Même lorsque des rumeurs de romance commencèrent à circuler, les deux acteurs restèrent discrets. Les gens s'aiment imaginer des liaisons entre costards ou amis, rit-elle doucement, mais la vérité est souvent plus calme, plus complexe. James et moi avions une amitié basée sur la confiance et un véritable attachement. Cela valait plus que n'importe quel gros titre. En repensant au décès d'Arnès en 2011, Dickinson devient plus contemplative. Quand il est mort, ça m'a frappé plus fort que je ne l'avais prévu, conf-t-elle. Nous ne nous étions pas vus depuis 2 années, mais les souvenirs étaient toujours vifs. Il était une constante dans mes débuts à Hollywood, un rappel de ce que l'honnêteté représentait dans une industrie qui ne la valorisait pas toujours. Elle marque une pause avant ajouter, il était loyal, stable, et ne prétendait jamais être autre chose que lui-même. C'est rare. À 93 ans, Dickinson admet que le temps lui a donné une perspective différente sur les relations qui ont façonné sa vie. En vieillissant, on réalise que toutes les connexions n'ont pas besoin d'être définies par des étiquettes, réfléchit-elle. Certaines personnes marquent votre vie d'une manière qui reste avec vous pour toujours, même si vous ne pouvez pas se l'expliquer. Pour elle, Arnès était l'une de ces personnes. Il faisait très sortir le meilleur en moi, le côté calme et patient que je ne montrais pas toujours. Et je pense que je l'aidais à rire un peu plus, aussi. Elle sourit en se remémorant son sens de l'humour, qu'elle décrit comme sec et inattendu. Ce n'était pas le genre d'homme à raconter des blagues, dit-elle. Mais quand il disait quelque chose de drôle, ça sortait de nulle part, et c'était toujours astucieux. Il avait ce pétillement dans les yeux qui montrait qu'il comprenait plus qu'il ne le laissait paraître. Lorsqu'on lui demande si elle a jamais regretté de ne pas avoir poursuivi une relation plus profonde avec Arnès, Dickinson répond avec réflexion. Non, je ne pense pas, dit-elle. La vie a son propre rythme. Nous étions là où nous devions être quand nous devions y être, et parfois, c'est suffisant. Pourtant, elle admet que la connexion qu'ils partageaient entre est spéciale pour elle. Mais maintenant, quand je vois des rediffusions de Gunsmoke, je ne peux m'empêcher de sourire. Je vois cette force tranquille, cette chaleur sous la surface, et je me souviens de l'homme, pas seulement des l'acteur. Dans ces dernières années, Dickinson est devenu de plus en plus réfléchi sur les personnes qui ont défini l'âge d'or d'Hollywood. Tant entre eux sont partis maintenant, dit-elle doucement. Mais James, il fait partie de ceux qui restent avec vous. Son esprit, sa gentillesse, ces choses ne s'effacent pas. Pour Angie Dickinson, parler enfin de James Arnès n'est pas une question de rétablir la vérité ou de confirmer de vieilles rumeurs. Il s'agit d'honorer une amitié qui signifiait quelque chose de réel. C'était une âme rare, conclut-elle, et je me sens chanceuse que, pendant un court moment, nos chemins se soient croisés de manière aussi significative. À 93 ans, ces mots portent le poids de la sagesse, de l'affection et de la dignité tranquille d'une femme qui a vécu une vie pleine et extraordinaire, marquée par la grâce, la force et une capacité durable à voir le bien chez les autres.